Un pays annoncé brisé à soudain. Inverser deux indicateurs que l'on croyait irréconciliables. Moins de peur et plus de vie. En quelques mois, alors que tant d'analystes prédisaient l'effondrement, les villages du Nord ont vu réapparaître des marchés, des puits, des routes et défiant la logique attendue de la spirale sécuritaire. Pourquoi cette remontée silencieuse devrait-elle nous concerner, ici et maintenant, alors qu'Ibrahim Traoré parie sur une stabilité construite par les mains plutôt que proclamée dans les discours? Parce qu'une telle inflexion, si fragile soit-elle, esquisse le début d'un basculement. Ce récit propose une promesse précise. Comprendre comment un pays que l'on disait condamné a réussi, par une suite de décisions concrètes, à reconstruire son espace vital. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Disposer d'une grille d'analyse solide permettant de lire la stabilité non comme un slogan, mais comme un ensemble d'indicateurs vérifiables. Dans un contexte où l'information sur le Sahel est souvent brouillée par les récits de crise, cette approche, donnée d'abord, devient un instrument de tri indispensable, tant pour saisir les mutations locales que pour éviter l'illusion des narrations simplificatrices. Mais derrière les chiffres se joue un enjeu plus profond. Déterminer si la reconstruction burkinabé relève d'une exception momentanée ou d'un modèle émergent qui pourrait modifier la manière dont les nations fragilisées redressent leur souveraineté. Et c'est ici qu'intervient la tension fondamentale. Micro-hook. Un succès mesurable peut-il survivre à la fragilité qui l'a rendu possible? La suite examinera cette équation, non par hypothèse, mais par chaîne causale observable dans les villages, sur les axes routiers et dans les systèmes de production. La première révélation est simple et pourtant décisive. Dans les zones où la peur dominait encore en 2022, plus d'1 million de personnes sont revenues chez elles en l'espace de 2 ans. La seconde ne tient qu'en un chiffre. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour ouvrir les axes vitaux, non pour conquérir, mais pour réactiver la vie ordinaire. À partir de là, la mécanique du changement s'éclaire. Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, il hérite d'un pays fracturé, routes piégées, villages vidés, marchés brûlés. Le Burkina Faso vit alors dans une géographie morcelée, où chaque déplacement devient un pari risqué. Les organismes internationaux décrivent un État en effondrement continu, et la plupart des analyses extérieures prédisent une dégradation inexorable. Mais la stratégie qui se déploie ensuite rompt avec les modèles classiques. La sécurité n'est plus considérée comme un objectif final. Elle devient le point de départ. Les unités mobiles dégagent les routes, escortent les familles, rétablissent les premiers couloirs humanitaires. Puis, presque sans transition, une deuxième couche d'acteurs prend place. Policiers communautaires, médiateurs, enseignants volontaires. Là où les soldats passent, les civils restent. Là où la peur dominait, des gestes élémentaires recommencent. Tirer de l'eau d'un puits, rouvrir une échoppe, conduire des enfants à l'école. Ce mouvement ne se résume pas à une opération militaire. Il constitue une chaîne causale cohérente. Sécurité minimale, reprise des services essentiels, réactivation des marchés, retour progressif des populations. Chaque maillon entraîne le suivant. Dans les villages naguère désertés, le bruit des pompes remplace celui des armes. Les chèvres reviennent dans les enclos. Les ateliers redémarrent. Le phénomène n'est pas spectaculaire. Il est graduel, vérifiable, incarné dans la matière même du quotidien. Ce redressement par proximité installe enfin une évidence que beaucoup n'avaient pas anticipée. Une stabilité durable n'émerge pas des sommets diplomatiques, mais des lieux où la vie reprend bloc par bloc. Et c'est cette logique, aussi pragmatique que mesurable, qui commence à reconfigurer la carte humaine du Burkina Faso. Au plus près du terrain, la transformation se comprend à travers ceux qui en portent les premiers signes. 2 trajectoires individuelles, modestes mais révélatrices, permettent d'observer comment la stratégie se matérialise dans la vie quotidienne. Dans un premier exemple, à Tomago, un ancien déplacé redevenu cultivateur résume l'inflexion d'une phrase. « Oh !»
Avant, je priais pour voir un soldat. Aujourd'hui, je prie pour qu'il reste. Ce basculement dit tout. La présence sécuritaire n'est plus perçue comme une force passagère, mais comme une garantie minimale permettant aux habitants de reprendre leurs activités. Son champ, autrefois abandonné, accueille de nouveau des sillons réguliers. Le retour de l'eau dans le puits de voisin transforme un espoir fragile en routine de travail. Dans un deuxième exemple, à Boulay-du-Mouhune, une institutrice rouvre sa salle de classe sous un manguier. Autour d'elle, des planches brutes servent de bancs. Des ardoises fissurées circulent entre les mains de 22 élèves revenus après des mois d'errance. Chaque matin, elle avance sur un chemin désormais sécurisé, où les patrouilles escortent les enfants des hameaux environnants. Ce rituel, presque banal, constitue pourtant l'un des premiers marqueurs d'un retour à la normalité. Ces récits ne sont pas des anecdotes isolées. Ils montrent comment la combinaison sécuriser, rester, reconstruire produit des effets visibles. Un marché qui reprend, un moteur qui redémarre, un rire d'enfant qui traverse la cour. Autant de signaux qui indiquent que la stabilité ne se décrète pas. Elle s'installe, geste après geste, dans les interstices du quotidien. So what? So what? 12 mots. Comprendre la stabilité impose d'observer ceux qui la vivent réellement. Pour commencer, tout commence par un pays au bord de la rupture. En 2022, les routes du Nord et du Centre sont piégées, les villages vidés, les marchés réduits en cendres. Les déplacements se font en silence, dans la crainte constante d'une embuscade. Les organisations internationales décrivent une situation irréversible. Puis survient le geste fondateur. Ibrahim Traoré ordonne la création des bataillons d'intervention rapide, unités pensées non pour la démonstration militaire, mais pour la reconquête utilitaire du territoire. Leur mission est nette. Dégager, rouvrir, protéger. Le mot d'ordre circule vite, frapper vite, puis tenir. En moins d'un an, 28 bataillons se déploient. Ils avancent que mètre par mètre, route après route. Pas de cérémonial, pas de victoire symbolique. Leur objectif est organique. Permettre à une femme d'aller chercher de l'eau sans escorte, à un cultivateur de traverser son champ sans peur. Leur progression déclenche une onde courte, mais décisive. Les puits se rouvrent, les premières échoppes reviennent, les convois agricoles recommencent à circuler. Au point culminant, une fois les axes essentiels sécurisés, commence la phase qui surprend les observateurs étrangers. Les soldats s'effacent, ou plutôt, ils se stabilisent, et laissent pleine place aux brigades civiles, médiateurs, policiers communautaires, enseignants, soignants. Ces équipes ne bougent pas. Elles s'installent dans les villages repris, réparent, arbitrent, négocient. Leur lenteur devient une force. Là où la guerre imposait la mobilité, la reconstruction impose la présence. C'est ici que la dynamique bascule. L'État cesse d'être un acteur lointain pour redevenir une présence constante. Les marchés reprennent à Barcelogo. Les chèvres reviennent dans les enclos à Gabou. Les enfants traversent de nouveau les cours d'école. Chaque scène s'il est minimale, mais chaque scène est cumulative. Les habitants redéploient leur routine, et cette répétition crée un climat inédit. Le retour d'un horizon. Les médias internationaux scrutent encore les uniformes. Ils parlent de autoritarisme, de militarisation. Mais sur le terrain, la population distingue autre chose. Un fil de continuité, une cohérence entre sécurité, reconstruction et travail. Le contraste entre la perception extérieure et la réalité vécue devient l'un des marqueurs les plus frappants de cette phase. Dans l'élan qui suit, quand les premiers mois de ce cycle s'achèvent, une onde plus lente se diffuse. Elle prend la forme du retour des déplacés. Plus d'1 million entre 2023 et 2025. Cette masse humaine, revenue parfois après des années d'exil, fait renaître les villages bloc par bloc. L'économie locale, encore fragile, recommence à vibrer. Réparation des pompes,
Atelier improvisé, premier marché du soir. Dans le même temps, le modèle burkinabé se précise. Sécurité d'abord, reconstruction ensuite, autonomie enfin. Cette séquence ne suit pas le schéma des bailleurs internationaux. Elle s'en affranchit. Et c'est précisément cette déviation qui attire l'attention géopolitique. Pour la première fois depuis longtemps, un État du Sahel tente de se stabiliser sans dépendre d'une intervention extérieure centrale. La dernière onde de ce cycle est psychologique. Les habitants, longtemps contraints à survivre dans la peur, retrouvent un sentiment d'appartenance. Les gestes ordinaires, allumer un moteur, acheter du mil, écouter les rumeurs du marché, deviennent des preuves d'existence. En arrière-plan, Ibrahim Traoré apparaît rarement, mais son nom circule dans les conversations comme un repère stable. Non pas une figure triomphante, mais une permanence, presque un rythme. Ainsi se dessine le fil des événements, une activation brutale, un point de bascule consolidé par les civils, puis une onde longue qui recompose l'espace humain du Burkina Faso. La séquence de reconstruction ne peut être comprise sans s'appuyer sur les données qui en définissent l'ampleur réelle. 3 indicateurs structurent cette lecture. Le retour massif des populations, la progression agricole et l'accès renouvelé aux services essentiels. Chacun raconte une part du basculement, et chacun ancre la dynamique dans des faits vérifiables plutôt que dans des impressions. Premier indicateur. Le retour des déplacés. Plus d'1 million de personnes entre 2023 et 2025. Ce chiffre, souvent cité mais rarement analysé, constitue un renversement majeur dans une région où la mobilité forcée était devenue la norme. Il ne s'agit pas d'un retour spontané. Chaque foyer revient parce que les routes sont rouvertes, les puits sécurisés, les marchés réactivés. Ces retours résultent d'un enchaînement concret de sécurisation locale progressive. Ce mouvement n'a rien d'abstrait. Il transforme les villages en cellules réanimées. Une femme qui revient installe une natte, rallume un foyer, puis rouvre un étal. Un cultivateur qui réapparaît sur sa terre envoie immédiatement un signal aux voisins. Le terrain est de nouveau praticable. La densité humaine redevient un indicateur de confiance collective. Les organisations humanitaires, longtemps contraintes aux distributions d'urgence, prennent acte d'une nouvelle réalité. Là où l'exode diminuait, les capacités locales réapparaissent. Deuxième indicateur, la hausse de la production agricole, plus 37% dans les zones réhabilitées. Ce pourcentage reflète le résultat combiné des canaux d'irrigation réparés, des semences distribuées, de la sécurisation des axes de transport. Il donne une mesure solide de la reprise économique dans les zones autrefois improductives. La hausse agricole découle directement d'infrastructures restaurées et terrains sécurisés. Cette progression n'est pas uniforme, mais elle est suffisamment large pour créer un effet d'entraînement. Les coopératives reprennent, les circuits régionaux se reconstituent, les ateliers de transformation réapparaissent. Les familles constatent une amélioration tangible. Davantage de repas complets, davantage de réserves, davantage de ventes possibles sur les marchés périphériques. Surtout, cette augmentation agricole favorise un glissement subtil, mais décisif. La dépendance à l'aide alimentaire baisse mécaniquement, ouvrant la voie à une souveraineté vivrière retrouvée. Troisième indicateur, l'accès à l'eau potable, jusqu'à 71% dans certaines zones, contre 54% auparavant. Ce bond n'est pas une statistique secondaire. L'eau conditionne le retour, l'agriculture, l'hygiène, l'école et les marchés. Restaurer un puits, c'est restaurer un centre de gravité. L'accès accru provient de puits réparés et réseaux locaux réactivés. L'amélioration de l'eau potable modifie l'économie du quotidien. Les maladies hydriques reculent, les femmes consacrent moins de temps au trajet, les écoles accueillent davantage d'enfants. Ce simple pourcentage se traduit en heures économisées, en risques réduits, en activités possibles. Les ateliers de réparation de pompes, eux-mêmes relancés par ces conditions,
deviennent des micronœuds économiques qui diffusent leur propre dynamique. Pris ensemble, ces trois indicateurs composent plus qu'une série de chiffres. Ils forment un tableau cohérent d'un pays qui se réorganise par couches successives. Le retour des populations redensifie les villages. La production agricole augmente la résilience économique. L'eau rétablit les fonctions vitales. La stabilité apparaît alors non comme une abstraction politique, mais comme une chaîne de conditions matérielles dont chacune renforce la suivante. Le débat autour du redressement du Burkina Faso se structure autour de deux thèses opposées, souvent formulées avec la même certitude, mais rarement examinées à partir des données réelles du terrain. Selon une première thèse, la fermeture politique affaiblit l'État à long terme. Selon de nombreux observateurs occidentaux, le modèle burkinabé risquerait de s'essouffler faute d'ouverture diplomatique et de financement extérieur massif. Ils pointent la centralité de l'armée, la suspension des élections, les tensions avec certains partenaires historiques. Pour eux, l'autonomie actuelle ne serait qu'une parenthèse fragile. Sans capitaux internationaux, sans programme d'aide structurant, le pays s'exposerait à une stagnation économique et institutionnelle. Dans cette lecture, l'effort déployé sur le terrain masque une vulnérabilité profonde, celle d'un État isolé dans une région instable. Selon une seconde thèse, la souveraineté locale crée une résilience endogène plus durable. À l'inverse, une large partie des communautés burkinabées voit dans ce modèle une possibilité inédite de contrôler leur propre trajectoire. Les villages relancent leurs marchés. Les coopératives féminines gèrent les récoltes. Les jeunes réparent les routes. Les anciens arbitrent les conflits. L'autonomie alimentaire progresse. La production agricole a augmenté de 37% dans les zones réhabilitées. L'accès à l'eau atteint 71% dans certaines régions. Et la dépendance à l'aide alimentaire importée diminue mécaniquement. Pour les partisans de cette thèse, la stabilité ne naît pas des sommets internationaux, mais des capacités locales retrouvées. Réponse Stillman, appuyée sur les données. Les deux thèses soulèvent des arguments valides, mais le terrain nuance le clivage. D'une part, l'absence d'élections et la centralité sécuritaire posent effectivement une question de gouvernance à moyen terme, et la pression aux frontières demeure réelle. La critique n'est donc pas infondée. Mais d'autre part, les données objectives, plus d'1 million de déplacés revenus, plus 37% de production agricole dans les zones réhabilitées, 71% d'accès à l'eau dans certaines régions, montrent que le pays a enclenché une dynamique autonome mesurable, rare dans une zone marquée par la dépendance structurelle. Le modèle ne se résume donc ni à un repli nationaliste, ni à une success story automatique. Il fonctionne parce que les villages, les coopératives, les écoles et les marchés en deviennent les moteurs. Ainsi, le véritable enjeu n'est pas de trancher entre ouverture ou autonomie, mais de comprendre comment les capacités locales peuvent soutenir la stabilité sans reproduire des dépendances anciennes. La bascule apparaît ici. Qu'est-ce que c'est ici? Car à mi-parcours du redressement, un phénomène discret mais déterminant se révèle. La stabilité n'est plus seulement produite par l'État, elle est entretenue aujourd'hui par ceux qui la vivent. Ce glissement ne tient pas d'un slogan. Il résulte d'une mécanique patiemment construite depuis les premières opérations de sécurisation. Dans les villages naguère désertés, les routines reprennent une valeur stratégique. Un marché qui rouvre, un puits qui fonctionne, une classe qui renaît sous un manguier. C'est à ce moment précis que la doctrine prend une autre dimension. Ibrahim Traoré n'incarne plus seulement l'impulsion initiale. Son nom circule désormais comme le symbole d'une constance attendue. L'État devient audible non par ses communiqués, mais par les gestes répétés des brigades civiles, des coopératives et des familles revenues sur leurs terres. Cette dynamique crée un fait nouveau. La souveraineté cesse d'être une revendication abstraite pour devenir un comportement collectif. Les habitants, longtemps spectateurs d'interventions extérieures, deviennent les gardiens immédiats des lieux qu'ils reconstruisent. Et cette inflexion silencieuse, peu visible dans les rapports, modifie la lecture même du Burkina Faso.
Ce n'est plus un territoire secouru, mais un territoire qui se réapprend. Les effets du modèle burkinabé ne se mesurent vraiment qu'à travers les transformations vécues par 4 ensembles essentiels: les populations rurales, le tissu économique, les dynamiques sociales et l'équilibre régional. Chacun illustre une facette de la mutation en cours, et tous ensemble révèlent la cohérence d'un système où la souveraineté se construit par sédimentation plutôt que par proclamation. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré devient une référence diffuse, associée moins à une figure personnelle qu'à une méthode identifiable. Les populations rurales, NN. Dans le nord et le centre, les familles se reviennent au consommé sur leurs terres après des années d'exil. Les champs abandonnés retrouvent une activité saisonnière. Les femmes relancent les marchés de mil. Les enfants reprennent les cours dans des écoles parfois improvisées à ciel ouvert. L'accès à l'eau potable atteint 71% dans certaines zones, contre 54% auparavant. Une progression qui change la nature même du quotidien. Le retour massif de plus d'1 million de déplacés redonne densité humaine, ce qui permet aux dispositifs communautaires de fonctionner à nouveau. Une économie de proximité refait surface. Réparer une pompe, échanger des semences, vendre une chèvre. Chaque geste ordinaire produit un effet stabilisateur. Le monde économique, DN. Les marchés locaux se reconstituent progressivement. Les coopératives féminines achètent et redistribuent les récoltes. Les ateliers de mécanique réparent les pompes et les motos. Des unités de transformation apparaissent près des grandes villes. À Bobo-Dioulasso, l'usine de viande en construction devrait employer 3000 personnes, majoritairement d'anciens déplacés. Les corridors commerciaux avec le Mali et le Niger se reforment, créant une circulation régionale qui rompt avec la dépendance exclusive aux bailleurs internationaux. Les chiffres agricoles, plus de 137% de production dans les zones réhabilitées, permettent d'alimenter cette dynamique. Davantage de volume, davantage de valeur ajoutée locale, davantage de revenus. Le redémarrage économique n'est pas spectaculaire, mais il est continu. Les dynamiques sociales, ND. La politique d'autonomie alimentaire recompose les rôles. Les femmes deviennent des actrices centrales. Elles dirigent les coopératives, gèrent les fournitures scolaires, contrôlent parfois les flux de semences. Les jeunes, autrefois candidats à l'exil ou dépendants de programmes humanitaires, trouvent une place dans la logistique, l'agriculture ou la santé communautaire. Même la notion de citoyenneté s'élargit. Contribuer suffit désormais à appartenir. Cette redéfinition est renforcée par la présence régulière de l'État, lisible dans les patrouilles sable et les brigades civiles. Dans ce climat renouvelé, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur, non comme une injonction, mais comme un repère. L'équilibre régional, KEV. La stabilisation progressive du Burkina Faso modifie le centre de gravité du Sahel. La coopération renforcée avec le Mali et le Niger crée une zone d'interdépendance sécuritaire et économique qui contrebalance les pressions extérieures. Les sanctions perdent de leur effet structurant, les routes commerciales se réorganisent, les ressources et les forces se mutualisent. Les chancelleries occidentales peinent à qualifier cette forme d'indépendance assumée, tandis que l'Union africaine observe avec prudence. La région découvre un paradoxe. Un pays longtemps décrit comme vulnérable devient un point d'ancrage relatif. Ces 4 dynamiques, superposées, montrent qu'un changement de méthode peut produire un changement d'échelle. La stabilité cesse d'être une ambition générale pour devenir une somme d'effets concrets, vécus et répétés. Les prochains mois constitueront un moment charnière pour le Burkina Faso, non parce qu'une rupture spectaculaire serait attendue, mais parce que la trajectoire actuelle repose sur une mécanique fragile. Sécurité locale, production vivrière, retour des populations et coopération régionale. 3 scénarios, réalistes sans être déterministes, permettent d'appréhender la palette des possibles. Scénario de base, la continuité vigilante. Dans cette projection, le pays maintient le rythme actuel. Retour progressif dans les villages, amélioration modérée de la production agricole, environ +%,
Consolidation des axes routiers sécurisés. Les coopératives poursuivent leur montée en puissance. L'usine de viande de Bobo Dioulasso s'approche de sa mise en service et les programmes d'irrigation demeurent fonctionnels. Cette trajectoire suppose une discipline collective. Patrouille régulière, suivi administratif des foyers réinstallés, maintien des brigades civiles. Elle implique aussi un élément moins visible. La fatigue sociale reste contenue, car les progrès, même modestes, demeurent mesurables. Ce scénario prolonge le présent sans l'intensifier, mais affirme une stabilité de fond. Scénario optimiste. La consolidation souveraine. Si les pluies sont favorables, si les réseaux agricoles régionaux continuent de se renforcer, et si les retours de déplacés atteignent les 5 millions annoncés, la production vivrière pourrait dépasser pour 12%. Les filières de transformation, viande, céréales, mangue, commenceraient à exporter vers les marchés voisins, créant une valeur ajoutée locale inédite. Dans un tel contexte, la confiance publique se stabiliserait durablement et attirerait davantage de coopération régionale. Le Burkina Faso pourrait devenir un pôle de résilience dans une région longtemps marquée par l'instabilité. Ce scénario ne dépend pas d'un miracle, mais de la convergence simultanée de plusieurs facteurs positifs déjà perceptibles. Scénario pessimiste, la rechute sous pression. Une saison sèche prolongée, couplée à des tensions frontalières ou à un regain d'activité armée, pourrait inverser les courbes. Les récoltes chuteraient, les déplacements internes reprendraient, les marchés locaux s'affaibliraient. L'État serait alors contraint d'arbitrer entre urgence humanitaire et investissement structurel. Un dilemme qui fragiliserait l'élan actuel. Le risque principal n'est pas l'effondrement immédiat, mais l'érosion lente de la cohésion sociale. Une usure qui affaiblit la confiance autant que les infrastructures. Ce scénario rappelle une réalité incontournable. Aucune dynamique, aussi robuste soit-elle, n'est à l'abri des chocs climatiques ou sécuritaires. Recommandation de lecture. Pour comprendre ces perspectives, il faut adopter une approche conditionnelle. Si la sécurité reste stable, alors les filières économiques locales pourront absorber les fluctuations saisonnières. Si les réseaux communautaires demeurent actifs, alors les retours de population pourront soutenir l'économie vivrière. Les 6 prochains mois seront donc moins un test de vitesse qu'un test de résistance. Si l'histoire du Burkina Faso résonne au-delà de ses frontières, c'est parce qu'elle touche 3 cercles d'expérience qui échappent aux analyses strictement géopolitiques. La relation au travail, la quête de sécurité quotidienne et le besoin d'appartenance. Ces 3 dimensions, A, B et C, éclairent ce que ce récit dit, en creux, de nos propres sociétés. A. Le rapport au travail et à la dignité. Dans les villages burkinabés, reconstruire un puits, rouvrir une classe ou rouvrir un étal ne relève pas du geste banal. C'est un acte de souveraineté. Cette revalorisation du travail, comme fondement de la stabilité, questionne nos modèles développés, où l'abondance masque parfois la fragilité. Elle rappelle que la dignité n'est pas un supplément moral, mais une condition matérielle forgée dans l'effort partagé. B. La sécurité comme expérience intime. Là-bas, traverser un chemin sans crainte constitue une victoire. Ici, la sécurité est souvent considérée comme un acquis abstrait. En observant ce contraste, le lecteur mesure combien la stabilité repose sur une somme d'aménagements minuscules. Éclairage, route, eau, école. Ce décalage invite à réévaluer la valeur de ces infrastructures silencieuses qui façonnent nos quotidiens sans que nous n'y prêtons attention. C'est l'appartenance comme moteur social. Les communautés burkinabées montrent que le lien social ne se déclare pas. Il se tisse à travers des tâches répétées, des responsabilités partagées, des décisions locales. Cette conception de l'appartenance, modeste mais robuste, interroge nos espaces fragmentés, souvent minés par la distance et la saturation d'informations.
Elle rappelle qu'un collectif se construit moins par les discours que par les routines vécues ensemble. À travers ces trois prismes, le lecteur découvre une vérité paradoxale. Un pays en reconstruction peut offrir un miroir utile aux sociétés rassasiées, en révélant ce qui soutient réellement la stabilité que nous tenons pour acquise. Pour comprendre comment un modèle fragile peut devenir une routine de stabilité, il faut examiner la feuille de route qui s'esquisse désormais dans le pays. Elle ne se résume pas à des slogans. Elle s'articule autour de mécanismes concrets, mesurables et reproductibles. Et, en arrière-plan, Ibrahim Traoré en fixe le principe directeur. Sécurité, subsistance, dignité, dans cet ordre et sans précipitation. D'abord, consolider les noyaux sécurisés. Qui? Les patrouilles fixes et les brigades civiles. Quoi? Maintenir une présence continue sur les axes déjà sécurisés. Quand? Dès les 3 prochains mois. Mesure. Circulation sans escorte sur les routes principales et stabilité des points d'eau. Ensuite, soutenir les filières vivrières de proximité. Qui? Coopératives locales et services agricoles. Quoi? Distribution de semences, réparation accélérée des canaux et microcrédits. Ciblés. Quand? Avant la prochaine saison des pluies. Mesure. Augmentation des volumes sur les marchés ruraux. Réduction des importations alimentaires. Puis, stabiliser les foyers revenus. Qui? Comité villageois, plus administration locale. Quoi? Enregistrement systématique des familles, suivi des besoins, attribution des outils de base. Quand? Dans un délai de 6 mois. Mesure, taux de maintien sur place et reprise des écoles. Par ailleurs, relancer les infrastructures minimales. Qui? Artisans locaux, ateliers communautaires. Quoi? Réparation des pompes, réouverture des salles de classe, remise en état des pistes. Quand? Cycle continu, zone pas zone. Mesure, temps d'accès à l'eau, fréquentation scolaire, mobilité intervillage. Enfin, publier les données pour créer la confiance. Qui? Administration centrale. Quoi? Indicateurs réguliers. Retour, eau, agriculture, école. Quand? Tous les 2 mois. Mesure? Transparence perçue, ajustement communautaire rapide. Cette trajectoire n'a rien d'un programme massif. Elle repose sur des gestes précis, répétés et compatibles avec les capacités locales. Sa force tient à sa simplicité, une progression qui se vérifie plus qu'elle ne se raconte.